Bonjour à tous. Bonjour François, Allez, bonjour bonjour. Gérard, Bonjour, bonjour Nicolas. salut tout le monde. Bon, juste en off, François, là, bon, bien évidemment, on discute juste avant, hein, et juste avant, François, tu parlais d'un sujet intéressant. J'entendais même que tu faisais une analogie avec les feux de forêt actuellement. Bon, je t'ai coupé pour qu'on fasse l'enregistrement. Je t'invite à continuer. Allez, Gérard, vas-y. On était en train de dire donc que les développements de l'IA représentaient des nouvelles failles en matière de cybersécurité. Et est-ce que c'est intéressant, entre guillemets, ou est-ce que ça représente un boulevard pour les assureurs cyber? En fait, en déclenchement de prise de conscience, pas tellement. Et donc, je faisais le parallèle, j'étais en train de penser aux feux de forêt qui agitent nos régions en ce moment. Euh, En fait, ça devient tellement incontrôlable. C'est un peu ça ce que tu nous expliques, Nicolas. C'est que tous les jours, toi qui es dedans, tu découvres des possibilités de folie. Et l'incendie, là, par exemple, devient tellement incontrôlable que les gens qui n'ont pas fait le minimum pour préserver leurs biens, débroussailler autour de chez eux, machin, machin, se trouvent. En fait, c'est pas ceux-là qui vont demain se dire bah, je vais bien m'assurer maintenant parce qu'ils vont se dire, de toute façon, ça me dépasse. De toute façon, c'est au-delà de ce qui est possible de contrôler. Et donc, après, c'est supra, machin, c'est l'État qui va s'occuper de moi. En gros, on n'est pas dans une prise de conscience réelle, finalement, quand c'est comme ça. Donc là, et là, je reviens plutôt sur les entrepreneurs et les entrepreneuses. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience avant, mais qui est une prise de conscience de base, hein, de pas, enfin, je sais pas, la double authentification, par exemple, c'est quand même c'est un truc de base. La sauvegarde des données, c'est un truc de base. C'est à peine partagé par 80% des entrepreneurs en France. Donc, c'est surtout là où il y a non pas un boulevard, mais qu'il faut travailler parce que tant qu'il y aura encore une fois, je m'arrête là, si on refait un parallèle avec les feux de forêt, tout le monde sait que le dérèglement climatique, les personnes qui regardent ça, qui nous alertent là-dessus depuis 20 ans, on ne les a pas écoutés. Je dis bien on, parce que j'en fais partie comme les autres, on est tous collectivement responsables de ça. Donc là, c'est un peu la même chose quand à chaque fois qu'on aura c'est même pas des discours, mais des faits. C'est ce que tu dis, Nicolas, c'est avéré, tu le constates toi-même. Mais en fait, je sais que, enfin, ça ne déclenche pas, ça ne déclenche pas pour le moment des prises de position, ça ne déclenche pas des choses, des sensibilisations réelles chez les responsables d'entreprise qui sont assis sur du sable. Hein, voilà. Enfin, qui ont construit sur du sable, plus exactement. Une sorte de déni collectif. Ah oui, totalement. C'est une sorte de déni collectif, ouais. Mais ça, tu le vois, c'est parce que c'est culturellement, tu attends toujours de celui qui est en haut pour pouvoir arriver à résoudre tes problèmes. Dans d'autres cultures, ben non, tu es plutôt laissé par toi-même. Donc, tu dois être proactif. Ouais, mais Donc, tu vas avoir tendance à prendre soin de ta maison, à débroussailler, à faire ceci, à faire cela, à maximiser tes chances que, en fait, tu ne dépends pas d'une institution d'une assurance, ni de ceci. Tu mets tous les atouts de ton côté. C'est pareil pour la cybersécurité. Il y a des choses qui ne vont pas coûter énormément cher. Il y a plein de choses qu'il faut mettre comme pour ta maison et autres, et il faut au moins les mettre en place en sachant que voilà, ben, ça pourra te toucher. Mais dans tous les cas, comme on disait avec Nicolas à un moment donné, on dit à l'arrivée, le truc ultime de toute façon, comme on sait, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et il faut être maintenant, le truc critique, c'est si tu es targeté, comment tu peux reconstruire quelque chose from scratch, quoi. Parce qu'en fait, tu peux te faire, voilà, si tu es targeté avec les IA, tu n'as pas besoin d'avoir des acteurs étatiques qui vont te targeter. Ouais. C'est un business et donc voilà, si tu tombes dans leur filet et que tu es choisi, bah, tu as peu de chances de résister, quoi. Surtout si eux, de toute façon, ils seront bombardés avec de l'IA. Donc, au lieu d'avoir une équipe de 10 gars qui vont t'attaquer, ils auront besoin que d'un médiocre avec des IA puissantes et puis ils iront chercher tout ce qu'ils ont sur toi, quoi. De toute Donc, façon, au-delà des assurances quand même qui me paraissent nécessaires aujourd'hui, ça va se étagère, c'est une réalité. Je veux dire, qui protège un peu ton business derrière.
le seul, aujourd'hui, pour moi, la seule muraille, c'est la sauvegarde, en fait. Il y a encore des sauvegardes qui sont hors du système, c'est-à-dire peut-être accepter que, comment, Ben, peut-être que, c'est off-site, ouais, c'est ouais, off-site et c'est cold backup, c'est c'est-à-dire ça, tu c'est vois. complètement déconnecté, comme nous on avait aux États-Unis, hein, comme dans le système qu'on a monté, on avait ce genre de choses. Donc en fait c'est ça, c'est aussi con que, en gros, il faut mettre tout ce que tu peux possiblement au niveau de la cybersécurité à mettre en place, les two-factors et autres, et tout ce qui va avec le plan de continuité et autres, avoir tes backups, avoir des call backups, et tu prends ton assurance pour t'assurer financièrement que si ça met 3 mois pour remonter une société ou ça met un mois ou autre, tu peux avoir les reins suffisamment solides, à moins que tu aies un cash pas possible à côté et que tu dis bah, j'ai pas besoin d'assurance, je le gère moi-même. Bon. Mais en gros, voilà, c'est ça, tu as ces trois choses-là, quoi, hein. Ce que tu peux faire toi, d'être proactif pour te protéger à tous les sens du terme, moyennant le coût, bien sûr, il y a certaines mesures que tu peux pas forcément prendre complètement. Mais après, ben voilà, après c'est tes backups, ta capacité de résilience à te reconstruire s'il fallait complètement au niveau numérique. Et après, ben, ton assurance, c'est ta survie économique et financière pour voir, ben voilà, je prends une assurance pour pouvoir arriver à survivre et à passer l'ouragan, quoi. Et même Tu as évoqué le plan de continuité et le plan de reprise d'activité. C'est vrai que alors, c'est pas dans la culture des entrepreneurs, ça n'était pas dans la mienne il y a encore 3 ans. Mais ça paraît con, hein. J'ai une anecdote là-dessus qui est amusante. Je visite une cliente, assurer une assurance cyber, machin, qui est content de ce que je lui apporte parce que c'est au-delà de la garantie financière. Il y a tous les services dont je vous ai déjà parlé, le fait qu'elle a une petite boîte et s'il y a un truc, elle peut accéder à un CERT, etc., etc. Et je vais la voir, je fais une visite annuelle. Et bon, t'es contente, nanana. Dis-moi, je lui dis, il est où le numéro de téléphone pour appeler le centre de secours qui travaille H24 si tu as une cyberattaque demain? Bah, il est dans mon téléphone. Oui, mais si ton téléphone il est indisponible, tu fais comment? Eh bien, je sais pas. En fait, ça commençait par le plan de continuité, le plan de reprise, il commence par là, c'est-à-dire mettre en place des outils tout cons, mais de bon sens, de façon à se dire, à réfléchir un petit peu, s'arrêter une heure en se disant, demain, il m'arrive ça, de manière pratique, comment je fais en tant qu'entrepreneur pour essayer de continuer. Et ce premier réflexe-là était pas mis en place. Alors, c'est pas de sa faute, hein, c'est juste parce que c'est pas son métier, parce que elle n'y avait pas réfléchi, parce qu'on ne l'a pas accompagné à le faire non plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer dans la culture des gens, dans la culture du risque. Et c'est effectivement quelque chose qu'on a assez peu. Ouais. Pour faire de la publicité, pour faire de la publicité pour Dolibar, je dirais que c'est la valeur ajoutée de RAN Innovation. C'est-à-dire que Dolibar, n'importe qui est capable de l'installer sur un ordinateur. Par contre, la valeur ajoutée de RAN Innovation, c'est de mettre en place depuis des années maintenant des sauvegardes quotidiennes avec un archivage hors site. Donc ça veut dire qu'on paye un autre serveur d'un autre data center et qu'il y a une synchronisation hors site des données. Ce qui veut dire que on vend de base la reprise d'activité en cas de fermeture du serveur. Et là, maintenant, on a couplé ça effectivement avec l'assurance de Gérard, ce qui veut dire que euh, pour les clients de Run Innovation, on peut proposer, on propose d'emblée un plan de continuité avec de la sauvegarde et euh, derrière une assurance qui couvre le moment où l'entreprise ne travaille pas. Oui, bien entendu, puisque de toute façon, on le sait avec François, avec Nicolas aussi, et Mm, toi, on sait bien que mm, quels que soient les outils de protection qu'ils vont en mettre en matière de cyber pour le coup,
vont être mis en place, on ne pourra que atténuer le risque. Et, euh, et les découvertes sur l'IA dont Nicolas nous parle très souvent, ça vient encore plus augmenter ça. Donc, oui, effectivement, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà important, hein, c'est gérer le risque en atténuant le risque. À la fois en atténuant sa probabilité de survenance, et deux, en atténuant les conséquences financières s'il arrive quelque chose. C'est le mieux qu'on puisse faire, hein, avec l'ensemble des outils sur ton ERP, sur Dolibar que tu vends, sur les outils de cybersécurité que d'autres peuvent mettre en place, et sur les garanties financières et autres que moi je peux mettre en place. C'est le mieux qu'on puisse arriver, hein, puisque le risque zéro n'existe pas. Non. Non, je dirais que là, du côté de Libar, dans la dernière version, ben, on a mis l'IA pour contrôler la sécurité et effectivement, les développeurs, ben, l'IA a découvert des failles de sécurité que l'être humain ne voyait pas. Donc ça a augmenté la sécurité de Dolibar. Et moi, du côté serveur, avec mon partenaire, ben, je dirais que le partenaire, lui, il a aussi pris un abonnement pour une entreprise qui fait la maintenance de l'OS sur le serveur, parce que je crois que de mémoire, c'est basé sur Red Hat, et le temps de réaction de Red Hat aujourd'hui est d'une semaine. Et avec les découvertes de failles de sécurité de l'IA, il faut réagir dans les 24 à 48 heures, d'où un abonnement. Donc, ce qui veut dire que voilà, on a maintenant, c'est- on essaie d'atténuer, comme tu dis Gérard, on essaie d'atténuer les pénétrations, mais rien n'est infaillible, comme dit François. Et à partir de là, eh ben, il faut mettre des sauvegardes et pouvoir reconstruire le plus rapidement possible son outil de travail. Oui, donc totalement. Ouais. Et puis sur les Enfin, sauvegardes, si ce que je Nicolas voulais... n'avait pas inventé l'IA, franchement, on en serait pas là. On serait tranquille. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Non, mais, non, mais tu parlais des sauvegardes, juste un point, tu vois. Effectivement, des fois, les sauvegardes, il y en a qui tu peux avoir des sauvegardes effectivement tous les jours, mais il y a peut-être, tu vois, des sauvegardes extérieures physiques qui vont avoir lieu qu'une fois par semaine pour X raisons, parce que c'est une cadence que tu décides. Et en fait, c'est ça aussi la réflexion doit avoir un chef d'entreprise, hein, sur ces sauvegardes, c'est est-ce que j'accepte, tu vois, de perdre une semaine versus tout perdre, tu vois? Ouais. Ah, Ben oui, ça fait partie de tes contraintes, enfin de tes contraintes, oui, de tes contraintes et de ton business, quoi, hein. C'était des choses. Nous, on avait ça, hein, on pouvait se permettre, c'était contractuel. Nous, on pouvait se permettre de perdre jusqu'à une semaine. Mais en fait, nous, on avait des systèmes où on pouvait, même à la minute, on pouvait recourir. Mais en fait, il y a des systèmes où ça peut marcher. Et puis, dans le pire des cas, on pouvait perdre une semaine. Mais c'est jamais arrivé, hein, jamais arrivé. oui. On a eu des interruptions de plusieurs heures, Mm. mais dans tous les cas, tu as plusieurs étapes. Tu peux avoir un système et mettre en place où tu vas être tout le temps en auto-synchronisé entre deux sites complètement différents à 40 km ou à qu'importe ce que tu veux. Et puis après, tu as des backups qui sont incrémentales. Après, tu as des cold backups où tu veux l'avoir complètement off-site, où là, tu vas reconstruire ton système from scratch. Tu n'auras pas tes machines déjà installé, préconfiguré, où tu as juste à switcher ton adresse IP de tes routeurs d'Internet pour pouvoir accéder d'un site à un autre, comme nous on avait. Donc après, à l'arrivée, oui, il faut avoir des courts backups parce que quand tu as des corruptions aussi, c'est ça qui est plus vicelard. Quand tu es attaqué, bon voilà, mais quand tu as des corruptions et que tu les vois pas, généralement, les attaques, le mec, il reste dans ton système, il peut rester jusqu'à 2-3 mois sans que tu le voies, quoi, en moyenne. Donc, en gros, il peut altérer un paquet de choses. Et donc, faut pouvoir avoir des backups qui, en fait, soient suffisamment loin pour que si tu as une compromission
de certaines choses, de certaines données, même 3 mois, 6 mois, et nous on gardait, même après c'était tous les 6 mois on gardait, donc s'il fallait revenir 6 mois en arrière, on pouvait revenir, mais bon, mais ça c'est de la cybersécurité, c'est de la sécurité, je dirais, de base qui existe depuis une vingtaine d'années, hein. On n'invente pas la poudre là, hein. Oui, mais François, tu intervenais dans un grand groupe, j'imagine. Bah, c'est avec le gouvernement et c'est eux qui ont mis en place énormément avec Nice. C'est comme ISO, quoi. C'est des choses qui existent, que nous, on avait déjà il y a plus de 15 ans, qui étaient déjà bien définies, bien mis en place, où on avait tous les plans qu'il fallait, parce que nos systèmes, on ne pouvait pas les délivrer et les mettre en production si on n'avait pas toute la batterie complète que tu peux avoir à l'instant T en 2015, quand on l'a monté complètement, 2015-2016. Donc là, et après, tous les 3 ans, il fallait être renouvelé. Donc nous, on a fait la totale, si tu veux. Bon, maintenant, avec l'IA, c'est plutôt des genres de protection. Ça ne sera pas insidieux, ça sera brutal. Il faut savoir réagir maintenant pas à la minute, mais presque en fait. Ça peut être que des outils IA qui vont essayer de contrecarrer des attaques IA, de toute façon. Après, tu peux mettre toutes les choses en place que tu voudras. Des attaques conventionnelles, plus classiques, qui prennent un petit peu plus de temps, des compromissions de comptes et autres. Bon, ben ça, c'est des trucs basiques. Mais si des gens vraiment t'attaquaient là, c'est sûr que, comme dit Nicolas, la puissance de l'IA, elle est tellement telle qu'à moins que ton système à l'intérieur lui-même, tu as un gardien comme les Cerbères, qui sont aussi ton modèle local IA, Kimi 3 ou je sais pas quoi, qui va faire le gardien, le Cerbère. Bon, ben, ça va être des combats de titans d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, donc à l'arrivée, si tu es targeté de toute façon, l'IA fait en sorte qu'en fait, avant, si tu avais une équipe complète et que tu étais targeté, et même c'était des conglomérats de cyber étatiques. Maintenant, c'est plus le cas du tout. Maintenant, tu peux avoir une petite équipe de 4-5 personnes qui a des IA très puissants, des hackers, et ils vont faire des dégâts énormes, énormes. Donc c'est ça en fait, hein. On le voit bien, hein, tous les sites. Et alors quand on voit les sites, par exemple français, qui sont hackés par des petits jeunes qui ont dû avoir un peu d'IA, qui se sont aidés, mais parce que ça rentre comme dans du beurre, là c'est inacceptable. Parce que là bon, là c'est bon. Mais bon, voilà. Après, c'est comme vous avez dit, c'est une culture. Mais les choses sont en place de base, hein. Mais après, on peut faire voilà, que du mieux qu'on peut. Mais il faut au moins les faire, hein. Comme on a dit pour les histoires de feu et autres, hein, ta maison, ton débroussaillement, la construction elle-même de la maison, savoir ce que tu fais, voilà. On peut faire des parallèles, hein. On peut faire des parallèles, hein. Mais Donc, c'est un très bon parallèle, effectivement, avec le mais il n'y a que Capri ça que les gens Gérard avec le comprendront de toute feu. façon. C'est un, Voilà. c'est un Je très vous bon ai mis là une parallèle. vidéo là. Je vous ai mis Ouais. un lien d'une vidéo là, absolument à regarder, qui est sortie hier, justement, où tu vois, tu parlais de taille d'équipe, etc. François. Ouais. Et là, justement, aujourd'hui, pour déclencher, c'est ce qu'il explique dans la vidéo, il explique les conséquences, les tailles d'entreprise, etc. C'est une super analyse qui dure une demi-heure. Ouais. Mais depuis quelques jours, en fait, chez Anthropic, ils ont déclenché la limite pour avoir accès au plan Teams chez eux, c'est tombé à 2 personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les boîtes d'IA sont à ce niveau-là. Elles valident qu'aujourd'hui, 2 personnes équipées avec des modèles très puissants peuvent monter des boîtes énormes. Et justement, ils donnent des tailles d'entreprise récentes, tu vois, ouais. où tu as des boîtes qui font aujourd'hui 100-150 millions de dollars. Et ils sont 2. Alors, pas à 2, mais tu vois, à 40. Et ils calculent le ratio. Il dit le ratio de chiffre d'affaires par personne est le même que dans des groupes de plusieurs centaines de milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as la bonne idée qui va arriver à toucher un marché, et ben à 2, tu peux déployer une boîte qui va générer des millions de chiffres d'affaires, quoi. Alors qu'avant, il fallait embaucher, justement, c'est ce qu'il explique dans la vidéo. Aujourd'hui, les modèles sont tellement puissants que tu peux prendre un abonnement à 20 balles ou à 50 balles
Et déjà, Ouais. et si tu as une embauche en tête, c'est terrible à dire, hein, ce que je vais dire là, mais si tu as une embauche en tête, tu peux déjà tester, voir comment une IA gérerait ce poste de tâches redondantes. Et si elle le gère bien, ben, tu n'as peut-être pas besoin d'embaucher, quoi, tu vois. Ah, mais de toute façon, c'est ça. Je crois que vous aviez dit qu'il y a certains chefs d'entreprise, et c'était déjà il y a déjà un an de ça, ou un peu plus d'un an, qui changeaient le paradigme à dire ah ouais, ok, vous voulez des nouveaux employés pour faire tel ou tel projet, prouvez-moi que l'IA ne peut pas le faire. C'est ça. Bah, tu es bien emmerdé parce qu'en fait, l'IA, il va pouvoir te faire un maximum, et pouvoir justifier du fait que tu dois embaucher parce que l'IA ne peut pas faire ce que l'autre, très compliqué. En plus, tu vas parler à des managers ou à des dirigeants qui, eux, ne sont pas techniques. Donc, ils ne de toute façon, il y a quasiment rien de recevable qui vont arriver même à être compris. Donc même si tu trouves certains trucs, certaines choses, ils vont dire: «Ouais, c'est du détail. Oui, bon, bah, démerdez-vous, 80 des choses peuvent être faites par l'IA». Bien sûr que 80 des choses ou 90 des choses peuvent être faites par l'IA, voire même plus. Mais après, est-ce que ça sera viable sur le long terme? Est-ce que ça va être, maintenable et autres? Après, c'est tout dépend de la qualité de ce que tu veux, mais c'est sûr que maintenant, c'est pour ça que des entreprises, à l'heure actuelle avec l'IA, on en avait parlé, si tu devais reprendre une entreprise, en fait, c'est presque mieux vaut en recréer une nouvelle et tu l'as fait AI native. Tu peux pas, voilà, parce que tu vas saupoudrer d'IA sur une entreprise qui marche à l'ancienne et en fait, les gens seront de toute Ouais. façon Tu peux. restrictifs et autres. Et voilà, dans une culture telle que la culture française, je vois pas comment ça va pouvoir beaucoup marcher. C'est-à-dire, voilà. Donc, Donc, après, si on replace ce sujet-là sur le sujet cybersécurité, aujourd'hui, il faudra que la prochaine fois que je vous amène je vous donne les chiffres sur les sinistres en Europe, sinistres cyber en Europe. En gros, on va dire que 80% des compromissions sont liées à des failles humaines. mhm. Donc, soit le mec qui contourne parce que la petite boîte elle a besoin d'être agile et donc ce truc qui a été installé ça fait chier donc il faut qu'on passe par au-dessus, etc. Ouais, on Soit, fait soit le mail qui est mal ouvert, etc. Enfin, qui est ouvert de manière intempestive. Donc, euh, moi ce que je crois, c'est que même si effectivement l'IA malveillante, on va l'appeler comme ça, peut automatiser plein de choses en termes d'attaque, l'IA défensive, logiquement, si on réfléchit, on va se dire, bah, ça va un peu s'annuler, quoi. Ça va être un peu une guerre de robots là au-dessus de notre tête, et puis voilà. Donc, le facteur humain, en tout cas sur la partie cyber, après sur la partie prod, je ne sais pas, mais sur la partie cyber, euh, euh, le facteur humain va rester encore pour un bon moment essentiel. Et ça ne changera pas pour le moment. bah, ouais, 70% des réussites d'attaque, c'est du phishing, c'est du Oui, social engineering. oui, Donc, totalement. ça part de l'humain. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et les gens, ben voilà. Donc, après, là, je dirais, c'est enfin, pas de la culture d'entreprise, mais c'est de l'hygiène de cybersécurité Oui, que tout le totalement. monde est là. Quand il est hein, on sait très bien qu'on va dans une ville, on essaie de voir où c'est qu'il faut pas trop aller, on connaît les endroits, on essaie de pas faire ci ou pas faire ça. Bon, ben voilà, quoi. Maintenant, avec nos outils, ça fait déjà très très longtemps que c'est dit, mais la Et plupart du temps, c'est ça. juste pour vous donner aussi une autre anecdote, c'est que la semaine dernière, j'ai une entreprise qui semi-industrielle. Hein, ils fabriquent des trucs et avec beaucoup de lasers, des choses comme ça, donc des machines un peu de pointe. Mhm. Ce chef d'entreprise, enfin ce DAF veut revoir toutes ses assurances, dont la cyber. Et sur la cyber, il est assuré près d'une banque. Bon, ok. Et donc, chacun son métier. Et il me dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que vous mettiez en place des formations pour les salariés, des sensibilisations pour les salariés. Je crois que c'est la première fois en 3 ans qu'on me fait cette demande-là. Donc, il y a déjà dans cette entreprise-là une maturité qui est fait qu'ils sont assurés. Donc, c'est déjà pas mal. Mais
la prise de conscience, la marche l'étage au-dessus, c'est il faut aussi que chacun dans cette boîte collectivement, on soit, les salariés soient sensibilisés, le comité de direction soit sensibilisé, etc., etc. C'est la Oui, oui. première fois que j'entends cette demande-là. Bah oui, ça c'est un truc normalement quand j'ai été enfin responsable en tant que sous-traitant pour une grosse entreprise qui était en IPO, donc qui était publique. La sécurité, ce qu'on appelle Security Awareness Training, donc l'entraînement awareness, c'est être conscient des sécurités. Donc tu fais des trainings tous les 6 mois ou tous les 3 mois, tu fais des campagnes de phishing fake, fausses, pour savoir à peu près quel est le taux de failure et autres, comme ça. Donc il y a des outils comme KnowBe4, et j'ai vu quelques outils d'entreprises françaises qui commencent à développer ça aussi. Et ça fait un moment que ça y est, hein. Au niveau du gouvernement, chaque année, on avait des trainings qui étaient obligatoires à faire. Ça nous prenait 3-4 heures, il fallait avoir les certifications, il fallait avoir les trucs. Ça, c'était en fait pour répéter, rabâcher le fait d'une prise de conscience de on fait pas n'importe quoi, on fait attention, on a les bons réflexes, on clique pas, on se repose 10 secondes avant d'aller machin, on regarde les emails, les trucs tout simples. Mais petit à petit, c'est ça qui protégeait le plus en fait ta société. Parce que les gens, ils tombent trop facilement dans les trucs. Et maintenant, ça devient de plus en plus dur, vu que on en parlait d'IA, mais là, c'est que l'IA, les LLM, ils font des trucs tellement géniaux que maintenant c'est très très difficile de pouvoir identifier ce genre de choses. Mais n'empêche que voilà, donc ça c'est quelque chose qui doit être de base dans les entreprises. Il faudrait qu'il y ait ce genre de choses qui soient obligatoires. Mais ça c'est la culture de l'entreprise qui met en place un plan de, je dirais, des security policy, hein, c'est des règles et que chaque année ou autre, il y a constamment cette prise de conscience qu'on peut avoir. Donc, Moi, ce que je vois au-delà de la culture d'entreprise, enfin, dans mon métier d'assureur, c'est que je vois que les compagnies sérieuses ou les plateformes sérieuses avec lesquelles on travaille, maintenant intègrent ça dans leur contrat, c'est-à-dire financent en fait ça, hein. ouais. Parce que c'est financé par les assureurs. Alors, Ouais. Ce qui n'était pas, voilà, si Eh une ben, approche du risque était ouais, bien ben différente. ça peut être demandé par les contrats d'assurance qui dit est-ce que vous avez Security Awareness Training mis en place pour dans votre programme de sécurité informatique pour vos employés ou pas? Parce que ça, c'est un risque énorme, parce que vous savez très bien, de toute façon, 70% des attaques réussissent à cause des compromissions des systèmes locaux ou des systèmes perso qui sont dus à du phishing. Donc, si les gens sont beaucoup plus alertes et beaucoup mieux, tu vas énormément réduire tes risques à ça. Donc, bien sûr, le coût de ton assurance. Tout au moins, l'assurance va minimiser ses risques d'avoir à payer quelque chose si quelqu'un fait des compromissions dues à juste ça parce qu'il a cliqué et que ça y est, son laptop a été hacké et que en fait, le mec s'est pas rendu compte. Et puis, pendant 2 mois, l'autre, il lui suce tout ce qu'il peut. Donc, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent être intégrées aussi au contrat d'assurance et être imposées, hein. Chaque entrepreneur et chaque entreprise devrait être conscient des trucs les plus critiques. Mais ça, c'est pareil, c'est une question de proactivité, hein. Question de proactivité et de notion de risque. Il faut gérer son entreprise au niveau du risque. Si tu n'as pas défini ton risque au niveau numérique, hein, que ce soit, voilà, il faut savoir quelles sont tes données, où est ta valeur, quels sont tes sous, quels sont tes acteurs, quelle est ton exposition, quelles sont tes défenses. Enfin, il y a tout un schéma qui peut être mis en place. Et si tu t'es pas posé la question ou passé quelques jours à définir toutes ces notions de risque et à bien identifier tout ça, ben, tu auras des trous dans la raquette et tu prendras pas les bonnes décisions et tu seras exposé. Donc, je voudrais voilà. faire une transition. Nicolas, vas-y, Nicolas. Vite fait, je veux dire, le seul risque après, effectivement, qui n'est pas contrôlable pour une entreprise, malheureusement, c'est le Shadow IT ou le Shadow IA. Ça, on en parle souvent avec François, mais ouais, bah ouais, c'est le c'est un peu gros l'angle truc. mort, hein. Pour moi, c'est C'est l'angle l'angle mort de la mort. cyber, hein.
Bah, Oui. avec l'IA, oui, l'angle mort, c'est parce que c'est ça. Tu ne peux faire que du security awareness training pour ça. Tu ne peux, voilà. Alors après, il faut démocratiser, peut-être choisir une IA en particulier ou autre, ou avoir. Après, c'est la politique de tes machines et qu'est-ce que tu utilises. Mais comme tu disais, de toute façon, après, à l'arrivée, dans tous les cas, si tu veux, maintenant en plus avec les photos et les trucs, si tu voulais vraiment faire, c'est quasiment impossible. Tu prends un truc sur un écran, tu te dis: «Oh, comment je vais faire pour dépatouiller ça?» Bon, mon laptop, tout ça, mes IA, ah ouais, mais moi j'ai Claude et ou Full Copilot. Qu'importe, je prends une photo de quelque chose sur un écran, le truc de toute façon maintenant est suffisamment intelligent pour analyser tout ce que tu as sur ta photo, tout ce que tu as sur ton écran, et il va même un fichier Excel, tu lui fous sur un écran, il dit voilà, c'est copie le fichier Excel, regarde ces trucs-là, analyse le bordel. Donc ça devient très, très, très dur de toute façon de faire enforcing, c'est-à-dire imposer. Tu peux pas imposer. Ça ne peut être que conscient des gens et qui se prennent conscience, non, je vais pas faire ça. Non, je ne vais pas exposer mon entreprise ou m'exposer moi, mais exposer mon entreprise à faire ce genre, à faire de genre de choses. Mais ça voilà, ça dépendra de l'environnement dont tu es, des gens avec qui tu travailles, de la culture d'entreprise, de ton manager s'il est chiant, pas chiant, et tu n'en as rien à foutre de l'entreprise ou pas. Ou c'est une prise de conscience professionnelle et de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est comme fumer et comme on disait les feux et fumer, d'accord, c'est bien, tu as envie de fumer, tu veux te défoncer la santé, c'est ton problème, mais pas de problème. Mais tu jettes pas les mégots dehors parce que alors là, c'est tout le monde qui bouffe la galette. C'est une sorte de conscience, c'est la même chose avec au niveau numérique quand tu fais certaines choses. Tu peux et ça, il y a que les gens qui puissent arriver à avoir cette prise de conscience qui vont arrêter de le faire. Donc Je voudrais faire une bon voilà, hein, on transition. peut faire des penchants comme ça, hein. Je voudrais faire Oui. une transition justement sur. On avait évoqué Maurice qui fait du vibe coding. Et est-ce que Gérard, l'entreprise que tu as rencontrée, est-ce que culturellement ce chef d'entreprise, enfin, est-ce que ce chef d'entreprise, tu penses qu'il est prêt à utiliser un- une application qui a été vibe codée par Maurice? Euh, je ne connais pas suffisamment, mais je suis convaincu que oui. Je suis convaincu que oui, parce que demain, enfin aujourd'hui, les résultats que nous donne, enfin, quand Nicolas, tu nous fais des démos sur telle automatisation, ou Laurent ou Stéphane, sur des automatisations comme ça. Euh, euh, c'est tellement bluffant que moi j'imagine, si je suis chef d'entreprise et que je fabrique toujours le même exemple, que je fabrique ça, si tu viens me voir en disant mais ta boîte elle tourne comme ça, mais ça je peux te le faire fabriquer en automatisant plein de choses, je peux te le faire fabriquer 2 fois plus vite et peut-être 2 fois moins cher. Euh, Si tu viens me voir en tant qu'entreprise numérique et en me disant je vais mettre ça en place sur tes ordi, tes machines, tes trucs automatisés, ben moi je pense que oui, il y a beaucoup de Roger, là pour le coup, c'est pas Maurice, mais il y a beaucoup de Roger ou de Caroline, entrepreneuses, qui va dire ouais, ça m'intéresse et je suis prêt à acheter cette solution-là. Et comme moi, je fabrique des tasses, c'est ça mon métier, encore une fois, je ne vais pas me poser la question de savoir si c'est un apprenti sorcier qui me vend un truc ou si autre chose. En fait, je suis incapable de le savoir. Donc, bien sûr que oui. Hmm, Si ça répond à ta question, je pense que oui, je pense que oui. ouais. Même Donc, si on avait, il y a 15 jours, on disait c'est bricolo, bricolette, parfois. Même si ça peut être bricole, moi j'en sais rien, hein. J'en sais mhm, rien. Comme c'est pas Ouais. mon métier. Ouais, de toute façon, après, ouais, Ah, mais de ça toute sera, façon, ce sera au niveau du contrat qui sera mis en place, tu pourras l'un ou l'autre se protéger. Hein, on en parlait, je vous ai envoyé un oui, petit résumé que j'ai extrait, bien sûr, mm, qui sur les niveaux de responsabilité et de comment ça se porte, et de ce que j'ai pu lire. Bon, que ce soit utiliser Lovable ou autre, ou des outils d'autogénérés, du vibe coding, c'est pareil que si tu codais toi-même. Hein, c'est tes outils, le client n'a de toute façon, lui, il s'en fout de l'outil. C'est à toi de mettre en place tes processus de développement suffisamment
strict, même si c'est du vibe coding, pour pouvoir minimiser les risques de ceci ou de cela. Après, ben, contenir les risques pour toi-même et pour le client, ben, c'est ce que je vais envoyer là. Bon, ben, il y a des contraintes, hein, enfin des contraintes, il y a des clauses absolument à mettre pour se protéger, pour pas se cramer la baraque. Mais ça, c'est entre le client et toi-même, hein. Non, mais de toute Donc, façon, aujourd'hui, même dans les grands labos d'IA, une majorité du code est déjà généré par des IA. ouais. Donc, à partir du moment où, je veux dire, un profane voit ça ou le grand public voit ça, se dit, OK, mais les grands labos qui sont censés savoir écrire du code sont déjà codés les outils qu'ils vendent par des IA. Pourquoi je m'y mettrais pas? Et donc, alors bien sûr, ces labos-là ont des ingénieurs qui comprennent le code, et tant mieux. Alors, Mais, c'est ça. mais C'est les ça. profanes, eux, quelqu'un qui va vibe coder quelque chose, si tu lui demandes de décortiquer son code, il en est incapable. Alors Ben ouais, là, voilà, c'est ça, c'est le ça. sujet, pour bien poser pour bien poser le sujet, je dirais que là, nous parlons de Maurice qui travaille dans le numérique et qui a maintenant, et qui développe, enfin qui développe pas, qui demande à l'IA de développer des applications qu'il va vendre à des entreprises. Et Gérard a répondu que oui, ce chef d'entreprise-là, il y a de fortes chances qu'il utilise l'application Vibe codée par Maurice. Et là, ce qui vient effectivement derrière dans le message qu'a envoyé François là, par email, c'est qui est responsable quand ça plante. Euh, qui est responsable? Moi, c'est ça la question. C'est que cette entreprise-là qu'a rencontré Gérard, ça a l'air d'être une entreprise importante. Demain, l'application, elle plante et il y a une perte d'activité pendant un certain nombre de jours. Et qui est responsable? Est-ce que l'assurance prend en charge qui, quoi, quand, comment? C'est ça la question. Déjà, bon, François, c'est vrai que c'était intéressant ce que tu nous as envoyé parce que ça montre ce qu'il faut à minima mettre dans des conditions générales de vente lorsque Et voilà, tu es ça. entrepreneur du numérique et tu vends et que tu vends des prestations numériques quelque part, ou des solutions numériques. Mais déjà, connaissant maintenant bien ce milieu, parmi 250 freelances, je parle des freelances, voire Mhm. des agences avec quelques salariés. Il y en a combien déjà qui ont vraiment des conditions générales de vente, qui n'ont pas été piqués sur, je sais pas quoi, toi qui fait 10 lignes et qui soit vraiment un petit peu construite. Déjà, c'est une première chose, c'est que les prestations qui sont, la plupart du temps, sont très très mal encadrées juridiquement. Ça, c'est même pas mon métier, c'est le métier d'un avocat. Lequel d'entre vous, pour le coup, parce que je ne suis pas concerné, euh, euh, aurait- accepterait de dire, moi j'ai ça, je suis en train de fabriquer ça, je suis en train de fabriquer cette solution, quel que ce soit du Dolibar, que ce soit de l'IA ou du data, ou que ce soit de la cybersécurité. Moi, j'ai un truc là que je vais pouvoir aller proposer, mais il faut quand même que j'aille voir un avocat. Il faut qu'il file 5000 balles, c'est normal, pour qu'il me construise mes conditions générales d'utilisation et ou de vente. Déjà, c'est le premier élément. Et après, il y a un deuxième élément qui est une problématique. Là, on n'est pas dans l'assurance cyber, on est bien dans la responsabilité civile des entreprises du Mhm. numérique. C'est qu'un peu, on va dire, c'est pas comment dire, dans ma bouche, c'est pas du tout euh, désabusé, quoi. Mais je vois beaucoup de gens, beaucoup de professionnels qui font plein de choses différentes. Parce qu'en fait, tout est perméable entre construire un site internet, automatiser des choses, agglomérer des données data, sécuriser tout ça. C'est plein de métiers différents et parfois, assez souvent, moi je rencontre des gens qui font au milieu de tout ça, qui font un petit peu de tout. Et ça, c'est extrêmement compliqué à assurer pour le coup. Parce que c'est un peu comme à l'assureur, que je fais souvent des parallèles, mais c'est comme ça. En construction, si tu assures un plombier, logiquement, tu l'assures pour la plomberie, tu ne l'assures pas pour la couverture. Voilà. Seule chose que tu vas accepter, si tu assures un cuisiniste, c'est qu'il est à la marge
Si le mec il t'installe sa cuisine, il faut qu'il sache faire un peu d'électricité pour brancher les trucs et un peu de plomberie pour les éviers, etc. Mais il faut que ça soit accessoire à son activité principale. Est-ce que c'est parce que les professionnels aujourd'hui cherchent leur voie ou parce que tout va tellement vite, ce qui est un peu normal, hein, que aujourd'hui, moi, en tant qu'assureur responsabilité civile, pour le coup, des entreprises du numérique, la plus grosse difficulté, c'est de cadrer, et des fois, ça dure des heures. C'est quoi ton activité? Ah, bah, je fais ci, je fais ci, je fais ci, je fais ça. Moi, quand je prends cette demande-là et que j'apporte à un assureur en disant, j'ai mon prospect qui fait ci, qui fait ci, qui fait ça, comment tu l'assures? Oh, il n'y a pas de problème, ça va lui coûter 10 000 balles par an. Ah non, c'est pas possible, c'est pas du tout dans son budget. Et c'est ça la grosse difficulté. Mhm. D'accord, donc en fait, mais à la base, de toute façon, tu ne peux définir une stratégie d'assurance pour quelqu'un qui fournit son service ou une solution. S'il a pas de contrat bien défini, que ce soit pour ses clients en général et avec des clauses de limitation de responsabilité, avec tout ça, c'est la première chose qui va pouvoir se protéger. C'est pas l'assurance qui va le protéger, c'est son contrat avec les clients. Est-ce qu'il a, c'est là où il a le plus de chances de pouvoir se protéger des conséquences graves que certaines erreurs ou autres se faire. Ça, après, une fois que tu as défini le cadre, que l'entreprise se définit au niveau de ses responsabilités, de ses limitations, là, tu rajoutes une assurance pour couvrir les choses qui ne sont pas complètement couvertes, ou tout au moins là où tu veux minimiser tes risques financiers dans le cadre de ce que tu es responsable. Le- Tu vois le problème? C'est ça que je veux dire, dans ce que tu es responsable. Tu veux minimiser tes risques, tu transfères le risque à l'assureur. Mais mais il y a des choses où il faut limiter. Ben, moi, je suis plombier, moi, l'électricité, dans le contrat, vous faites un contrat avec moi, je travaille la plomberie, mais en aucun cas, je suis responsable de ceci. Ou s'il y a une fuite et que malheureusement, ben, ça passe dans le sous, et puis que, bon, il y a des trucs électriques qui se passent, voilà, moi je suis là pour les dégâts de ci, de ça. Non. Je sais pas. De ce que je vois, moi, c'est que au niveau des contrats, c'était une chose qui m'avait surpris, comme je vous avais déjà rappelé, pour des gens qui voulaient construire une petite micro-entreprise ou autre. Rien que ça, la plupart de ce qu'ils demandaient, c'était les subventions. Il n'y a pas une personne sur le 20 ou 25 où on était qui a demandé mais comment les contrats sont mis en place. Et j'ai rencontré sur tous les BNI que j'ai fait et autres, il n'y avait qu'une seule personne c'était une avocate d'affaires, que j'ai gardé le nom, pour au cas où le jour où je fais quelque chose d'un peu plus sérieux, je puisse faire des contrats qui soient assez béton pour rapport à la réglementation française. Parce que je ne veux surtout pas me faire emmerder au cas où tu mets des choses en place et qu'après, tu n'as pas de clause d'exclusion de perte d'exploitation et que ben, j'ai perdu 200 000 balles voilà, en un mois. Monsieur, c'est de votre faute. Voilà, j'en veux 50 000 ou 100 000 ou qu'importe. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent être pensées vraiment de façon prioritaire quand tu fais quelque chose, quoi. Et l'AI n'est juste un outil dont tu es le responsable. Dans tous les cas, c'est toi qui es le responsable. Tu dois être compétent, suffisamment compétent pour revoir le code de ton IA ou, si tu n'as pas les capacités, avoir un processus avec plusieurs IA ou avec autre chose qui va revoir, qui va faire du code review comme on fait dans un environnement de développement complet quand on n'avait que des personnes. Tu dois avoir toutes ces choses-là qui doivent être mises en place. C'est dans le processus de ce que tu vas faire que tu dois minimiser tes risques à ce niveau-là. Après, Nicolas? ben, il n'y a pas de risque zéro, comme on a dit. Donc après, voilà, tu prends une assurance de responsabilité civile professionnelle, cyber et de couverture de ces trucs. Mais tu dois vraiment cadrer énormément les choses de ton côté en premier. L'assurance ne va pas te Nicolas, tu cadrer. veux dire, Ouais, ce que je voulais dire, par exemple, tu pourrais, par exemple, dès que tu mets les mains dans les données ou dans l'IA, effectivement, tu pourrais exiger de ton client de dire, OK, moi, je travaille pas avec vous tant que vous n'avez pas des systèmes de sauvegarde, tu vois, un système 3-2-1 ou, tu vois, parce que toi aussi, tu veux te couvrir. Parce que, tu vois, aujourd'hui, le risque avec l'IA, tu vois, même en tant que pro, tu peux prendre toutes les précautions, sauf que tu n'es pas à l'abri que ton client lui fasse n'importe quoi. Ouais. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il peut très bien se retourner contre toi en disant et c'est ce gars-là qui manipule les données, c'est lui qui a tout scratché. Mais non.
Oui, mais bien sûr. Tu vois? Euh, Après, par exemple, si on prend les données, Ouais, de toute euh, façon, c'est que ça, je veux dire, qui c'est la était ton donnée. cœur Ouais, c'est la donnée, qui est ouais. toujours un de tes cœurs de Bah, métier, de toute façon, Nicolas. tu peux pas, les deux, je veux dire, je te coupe, mais clairement, la cyber, la data et l'IA sont trop liés. Je veux dire, tu peux pas les décloisonner, en fait. C'est impossible. Ben, Enfin, pour moi, c'est impossible. c'est ça, là, dans la cyber, C'est comme on d'accord. dit, c'est le CIA, hein, confidentiality, donc la confidentialité de tes données, la protection, hein, pour pas être visible, l'intégrité, c'est-à-dire la modification, l'altération de tes données, et l'availability. Alors, l'availability, c'est la disponibilité de tes données. Donc là, c'est plutôt axé sur le système, mais les données doivent être disponibles. Donc, c'est les backups, c'est les ceci, tout ça. Donc, sans données, de toute façon, il n'y a pas de système. Mais il n'y a pas d'IA non plus. Mais dans tous les cas, oui, la donnée, c'est le truc de base. On ne fait aucun système sans qu'on ait, si c'est pas pour avoir des données. Mais en revanche, peut-être pour répondre pour aller quand même plus loin et répondre à la question de Thierry au départ, si Nicolas, toi par exemple, si tu interviens pour réorganiser les données c'est le bazar chez un de tes proches, machin, et tu te plantes et tu fais tout disparaître. Et le mec, il a passé contrat avec toi, tu lui as planté toutes ces données. Elles sont même plus récupérables, tu as appuyé sur le mauvais bouton, Ta responsabilité civile, je parle d'assurance là pour le coup, elle est là pour ça. C'est-à-dire, tu fais une erreur, euh, 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 c'est le propre d'un contrat de responsabilité civile de te garantir contre ça. Parce que tu as le Mhm. droit de faire une erreur. Et même en allant plus loin, si tu as une agence, si tu as des salariés, s'il y a un salarié qui fait une erreur, y compris si c'est un salarié qui fait une erreur pour te faire chier, la responsabilité civile va prendre en charge ça. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Dès lors que dans les contrats, évidemment, on n'exclut pas les trucs d'origine numérique, puisque dans 80% des contrats RC, maintenant, c'est des exclusions. Mais quand il est bien fait, le contrat responsabilité civile professionnelle d'une entreprise du numérique qui fait une erreur, les conséquences financières de cette erreur sont prises en charge par le contrat. C'est le propre du contrat RC. Sinon, Bah ouais, sinon ça n'a pas ouais, d'intérêt. tu couvres Et les dommages d'intérêt. pour répondre à la question de Thierry sur Maurice, qui va être responsable de quoi, mais surtout, est-ce que ça va être assuré ou pas? Oui, l'erreur, l'omission, la négligence va être assurée. La seule chose qui ne va pas être assurée, je reviens sur l'exemple de Nicolas, je ne reviens pas pour toi, c'est si Nicolas, parce il veut faire chier son client, parce que, je ne sais pas quoi, son client, se gare sur son truc de stationnement et qui fait exprès, là, effectivement, et là, comme Nicolas est responsable de sa boîte, là, ça ne pourra pas être pris en charge. Mais pour le reste, oui. Alors, Et, question. et juste une chose, et j'arrête là, c'est là où effectivement vous avez raison, c'est que tout ça est tellement lié qu'il y a un moment, parce que Nicolas peut dire, mais c'est pas de ma faute si toutes les données ont été perdues, c'est parce que moi j'ai été attaqué, et puis machin. Donc effectivement, c'est tellement lié tout ça qu'à un moment on peut plus les séparer, on peut plus séparer les différentes couvertures. Je parle encore une fois que d'assurance, hein, moi. Et donc il y a un moment, il faut que ça soit globalisé parce que sinon on va aller vers des. Ah oui, mais l'assureur va dire, oui, mais ça, ce petit cas-là, je ne pouvais pas le prévoir parce qu'il Ouais, fallait alors, prendre un ouais, autre profil. voilà, c'est pour les clauses aucun de faute lourde ou d'un manquement à une obligation. Oui. Là, ce genre de choses, l'assurance, et ça c'est très commun aux États-Unis parce qu'ils sont très forts. Donc, ben, ils te sautent dessus pour te dire ah, attention, là c'est une erreur professionnelle grave. Nous aussi, on va se retourner contre vous. On ne va pas vous payer parce que c'est une histoire d'argent, de Uniquement grosses si sommes. c'est la responsabilité personnelle du dirigeant. Uniquement Ouais, si c'est la responsabilité personnelle du dirigeant. d'accord. Donc c'est Alors, OK. Uniquement ça, ben voilà, hein, cas de justement, faute lourde ou de négligence aggravée. il y avait cette question-là de François, effectivement, que j'avais retenue, c'est que d'un côté, donc l'assurance, l'assureur Gérard, lui, il va couvrir dans la globalité parce que tout est lié. Mais de l'autre côté, jusqu'où l'assurance va, jusqu'à quel montant
l'assurance va couvrir les frais. Et la question de François, c'était est-ce qu'à un moment donné, l'assurance, elle va pas chercher la responsabilité du codeur pour dire non, en fait, 1 milliard, je paye pas, tu te débrouilles, tu vois. Oui. Voilà, d'abord, il y a des montants de garantie. Ça, c'est une chose. Ah Donc, oui. alors, c'est effectivement souvent en centaines de millions d'euros, voire en millions d'euros. Euh, donc, il y a déjà ça. Après, non, enfin, moi, puisque je suis courtier, mon métier, alors, oui, certaines compagnies vont avoir tendance à dire waouh, ça fait cher, comment on va faire pour ne pas payer? C'est le propre du métier de courtier de faire payer, et on en a fait payer je ne sais pas combien, pas obligatoirement en RC lié au numérique, mais en plein de trucs. Donc, de toute façon, si contractuellement c'est garanti, bah, l'assureur prend en charge, point à la ligne, j'allais dire, hein. Franchement, je peux entendre que encore une fois, pour des gens comme il y a des gens enfin, qui ne connaissent pas grand-chose au numérique, bah, pour d'autres qui sont, pour lesquels les choses de l'assurance sont un peu étrangères, ce qui est normal, ça paraît démesuré. Mais le nombre, enfin, franchement, dans le cabinet, en 16 ans d'existence sur cette forme-là, parce qu'avant, il y avait un autre cabinet, le nombre de sinistres, particulièrement que mon associé a fait prendre en charge, alors que la première réaction de l'assureur, c'était de dire non, non, on ne va pas prendre en charge parce que. Bah, il y a un contrat, donc tu lis le contrat, c'est presque simple, on va dire. Mhm. Donc non, non, l'assureur ne pourra pas se dédouaner de sa prise en charge parce qu'il n'a pas envie de payer, parce que ça fait trop cher. Ouais, C'est, bah, de toute façon, dans le contrat, voilà, il y a des plafonds, il y a des plafonds, il y a des plafonds oui, mis oui, en place. il y a des plafonds de garantie, donc voilà. Après, c'est ça aussi, c'est que j'ai vu là aussi récemment des entreprises, ouais, des entreprises numériques, là, pour le coup, qui font un peu de tout. Et j'ai regardé leur contrat RC professionnel, qui était pas cher, ok, mais avec une garantie qui était de l'ordre de, je sais pas, 50 000 euros. Ça paraît beaucoup, 50 000 euros, mais c'est que dalle, quoi. Une Bah oui, garantie c'est rien. RC professionnelle de 50 000 euros, tu vas pas loin, hein. Si tu travailles, si tu commences à travailler avec des entreprises Qui font 10 euh, millions de chiffre d'affaires ou plus, là, tu te fais. ils ont vite fait de faire 100 000 ou 200 000 et si tu as une perte Oui, qui est liée ouais, à toi, tu l'as, c'est 50 000. ouais. Donc, Donc ouais, ouais. Bon, bah, Maurice, il a une entreprise, il fait du vibe coding et il a une RC qui couvre à 50 000 euros. Et donc, ben, l'entreprise, l'application, il a vendu cette application à cette entreprise qui fait des millions de chiffre d'affaires. Et ben, l'entreprise, l'application, elle plante. Maurice ne peut pas la réparer parce que l'IA qui questionne, ben, elle ne sait pas réparer. Et l'entreprise, ben, elle ne peut pas exploiter maintenant elle a une perte d'activité pendant plusieurs mois, par exemple. L- Donc là, qui compense la perte d'activité de l'entreprise maintenant? Ben, il y a deux sujets. Un, dans des conditions générales de vente, très souvent, ben, dans ce que François nous a livré ce matin, très souvent, il y a une limitation de responsabilité, une limitation financière, un plafonnement, on va dire, qui est souvent lié à 12 mois de prix de la prestation, etc. Donc, en gros, je suis entreprise du numérique, ma prestation, tu me l'achètes 5 000 euros par an. S'il y a une nouille dans le potage, tu ne vas pas pouvoir me chercher au-delà de 5 000 euros. Ça, c'est ce qu'il y a souvent dans les conditions générales de vente. Alors, moi, je ne suis pas avocat, mais j'ai vu beaucoup de décisions de justice et ou d'affaires comme ça. Moi, c'est bien d'avoir ce type de limitation-là pour Maurice, parce que ça le protège un peu quand même, mais on va dire, devant un tribunal, ça se plaide, hein. Et moi, si je suis client de Maurice qui m'a fait une prestation numérique et qu'il me plante mon truc et que ça me coûte 100 000 euros, même si j'ai signé ces conditions générales de vente, je parle vraiment je fais un truc précis, hein, euh,
je pense qu'avec ça se plaide hein, en disant, mais attends, c'est une clause qui est abusive, ça. C'est pas possible. Compte tenu des enjeux financiers qu'il y a là-dedans, moi, je vais devant un tribunal, et puis après, bah, il se passera ce Donc qui se passera. en fait, tout est dans le contrat parce que là, dans ce que je vous avais envoyé, il y avait aussi, si tu fais un système que toi, par exemple, moi, je ferais un système comme on avait le système aux États-Unis, que je sais que c'est sur le chemin critique d'une entreprise qui va faire 10 millions par an ou 50 millions par an. Mais là, tu ne le vois pas de la même manière parce que tu es sur le chemin critique. Si ça se plante, donc tu es obligé d'avoir des exclusions de perte d'exploitation. Tu dois avoir des clauses, se dire, bon, ou même à la rigueur, même de refuser le contrat, parce que là, tu dis, mais mon risque, attends, si je vous fais quelque chose, je pourrais potentiellement savoir le faire, je vais pouvoir le faire. Mais là, je ne peux pas assumer, en gros, machin, c'est à vous qui prenez le risque d'avoir une personne comme moi qui a ça, mais moi, dans mon contrat, il y a absolument des choses d'exclusion de perte d'exploitation qui Oui. est, c'est pas pour ma pomme. Je peux être assuré au montant de ma prestation, j'ai des limitations de responsabilité, mais dans des cas comme ça, c'est aussi à toi, entrepreneur, qui va vendre ton truc, à connaître où c'est que tu vas le fourrer, à quel risque tu t'assujettis et comment ça se passe. Parce que tu peux pas dire après, après coup, oh, bah, ça va aller c'est pour le meilleur. Et puis après, tu dis, bah ouais, non, le meilleur, il n'y a pas pour le meilleur. Non, non, parce que le mec, s'il voit des millions qui partent, il va se retourner contre toi. Et après, c'est avocat contre avocat. Donc Ouais. là, tu peux Mais pas c'est un avoir, truc tu à deux peux pas faces, rester. c'est un Eh truc ben, à c'est deux ça. faces. C'est-à-dire ton client qui a une certaine, enfin, qui est un Il peu prend un des risques, lui. chiffre d'affaires, il prend aussi des risques. Et donc, aussi, moi, j'ai des demandes parce que des prestataires travaillent, parce qu'ils sont des bons prestataires, qui commencent à travailler avec des boîtes un peu musclées. Et ces boîtes un peu musclées, pour le coup, qui sont organisées juridiquement, leur disent, OK, vous allez pouvoir être prestataire pour nous, mais il va falloir avoir une assurance Voilà. X centaines Et, dizaines ou centaines de milliers ouais. d'euros en RC professionnel. De toute façon, ça marche des deux côtés. Ça marche des deux côtés, bien sûr, bien sûr. Et pour aller jusqu'au bout, là-dessus, juste pour votre info, sur la partie, là, qui est plus la partie du bâtiment, j'ai plus d'exemples là-dessus parce que en fait, le numérique, c'est peut-être trop récent. Aujourd'hui, je discutais avec une amie architecte qui est expert devant les tribunaux, qui assiste à beaucoup de procédures contre des entreprises du bâtiment. Et les tribunaux, parfois, vont chercher les responsabilités et parfois les montants d'indemnisation en fonction des garanties d'assurance qui ont été prises par un tel ou un tel. Hmm. Mhm. Ah non, le maçon, la machin, de toute façon, tu as vu son contrat, il est chez pas qui, je ne vais pas citer un Hmm. assureur. Hmm. Ah non, il a une pauvre garantie de merde. De toute façon, il pourra pas. Si on le condamne, de toute façon, il met la clé sous la porte. Personne. En revanche, le prestataire qui est à côté, là, le maître d'œuvre, là, lui, il a une garantie béton. On va peut-être plutôt aller chercher la responsabilité du maître d'œuvre. Le maître d'œuvre va dire, mais c'est pas de ma faute, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis même pas intervenu. On s'en fout. C'est toi qui prends. Donc ça va jusque-là. C'est-à-dire que la jurisprudence, en tout cas en Mhm. France, intègre intègre les garanties d'assurance qui existent ou qui n'existent pas pour tel ou tel intervenant. Ouais. Ils vont chercher là où il y a l'argent, quoi. Yes. Donc, Alors, si je prends d'accord. tu vois, si je prends là depuis le début, c'est-à-dire qu'on va arriver à un stade où tu vas avoir deux vibe codeurs qui vont euh, pouvoir créer une application pour une entreprise qui génère des milliers d'euros, ce qui veut dire euh, elle va pouvoir vendre son application à une entreprise qui a un chiffre d'affaires de millions quoi, d'euros. Et quand François dit que le prestataire il peut refuser le contrat parce que le chiffre d'affaires est trop risqué pour lui, euh, je pense que ces vibe codeurs là, eux, ils se sont structurés, ils se sont câblés pour aller chercher ce type de prestataire là. Et derrière, donc là-dedans, dans ces prestataires, il y a Maurice. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec un des Maurice. Et pour ce Maurice, ben, il y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est fait avec l'IA, ça ne peut pas tomber en panne, ça ne peut pas planter. Je-
Et quand ça Je pense arrive, qu'il faut Oui. distinguer. ouais, Ouais, Nicolas. Non, non, après, je pense qu'il faut distinguer deux choses dans les. Je te coupe, mais deux choses. Soit tu livres ce qui s'appelle, je crois, des stand-alone, c'est-à-dire quelque chose qui se suffit à lui-même, une app en HTML qui peut, tu vois, qui va peut-être accompagner un technicien sur le terrain, etc. Alors qu'avant, il faisait des prises de notes papier et où il n'y a aucune interaction avec Internet, où il n'y a pas de SaaS, tu vois, de choses comme ça. Effectivement, après, il y a du développement aussi de SaaS, pour le coup, et là, le risque entre les deux n'est pas le même, hein, Thierry. Il faut quand même graduer le risque, hein. Bah oui, oui, après, c'est en fonction de l'impact hein, et Là, des par données que exemple, tu accumules. je vais dire je vais dire n'importe quoi. Admettons, quelqu'un dit, OK, euh, le logiciel, la SAP ou je sais pas quel autre logiciel, on va dire d'entreprise dont les abonnements sont très chers, etc. Quelqu'un peut venir te voir effectivement en disant, bah, ça, je vais vous le recréer et vous avez pu payer 5000 euros d'abonnement par mois et vous allez en payer 500 et ça va vous faire la même chose. Parce qu'en plus, je ne vais pas conserver toutes les fonctions que vous n'utilisez pas. On va se concentrer que ce que vous utilisez. Bon, OK. Mais admettons cette boîte-là, donc il te le met en SaaS, etc. Commence à travailler. Et au bout d'un an, cette boîte-là te dit ah non, mais moi, j'ai plus les moyens d'entretenir le SaaS, je suis obligé de fermer. Et il est là le risque, Ah pour moi. bah ouais. oui, bien sûr, bien Oui, sûr, bien sûr. Absolument. Oui, aussi. bien Mais sûr. là, c'est un risque commercial, hein, c'est pas un risque d'aléa. Tu as raison, il y a aussi ce risque-là. Je suis tout à fait d'accord. Oui, Il y a le Bah oui. risque, il y a le la- risque sur la sécurité du code, parce que ce qui est codé souvent n'est pas forcément très sécure. Hmm. c'est bon. Et il y a le Et, risque aussi. justement, donc, c'est va y coder, il y a un problème de sécurité du code. Au bout d'un an, l'entreprise utilise l'application pendant un an, donc elle a payé 500 euros par mois. Et au bout d'un an, c'est juste qu'il y a un problème, c'est hacké. Et c'est hacké et ça plante. Et le vibe coder, comme il ne connaît pas la structure de l'application, il est incapable de remettre en route l'application. Et là, ça s'arrête, naturellement en fait. Et c'est là que ma question, elle est là sur ce plan-là. Comment ça se passe? Je veux dire, qui paye maintenant la perte du point de vue de l'entreprise? Qui paye cette perte d'activité qui peut durer longtemps? Mais là, il y a deux exemples différents, parce que dans ton exemple différent, il y a un élément extérieur. C'est un élément extérieur, soudain et non prévisible, ce qui est la définition d'un sinistre d'assurance, quel qu'il soit, Hmm. qui intervient. C'est-à-dire, il y a une cyberattaque. Donc là, il y a donc soit en assurance cyber, soit en responsabilité civile, on peut trouver une garantie. En revanche, dans ce qu'a évoqué Nicolas, c'est plus moi, je vais faire appel à Maurice et Maurice décide de faire autre chose de sa vie. Et moi, ce qui m'a installé dans mon truc, où bah, en fait, je sais plus comment m'en servir, je sais pas comment faire, c'est le cirque. Là, il y a évidemment pas de garantie d'assurance qui va intervenir. C'est un litige commercial que j'ai avec un prestataire qui et j'ai commis l'imprudence de ne pas réfléchir au fait qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête avec ce prestataire. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais c'est Oui, oui, dans parce les que deux, là, dans le parce que domaine là, du ce que code. tu dis, Gérard, effectivement, c'est peut-être le point où je voulais arriver, c'est-à-dire, au final, eh ben, c'est la culture d'entreprise euh, que François constate que dans d'autres pays, il y a une culture d'entreprise proactive et je dirais qu'en France, il faudrait peut-être que le chef d'entreprise il adopte cette culture proactive, qui soit proactif et, et qui fasse attention, qui se dise qu'il y a un risque. Voilà où je voulais en venir en Ouais, fait mais au final. ouais, mais après, moi, c'est une conviction personnelle. Je me trompe peut-être, hein, je veux dire. Je, je, je crois en tout cas que
le, le numérique en France est perçu comme un coût. On ne voit pas son retour sur investissement. Et donc, effectivement, la première chose souvent dans la balance, c'est qu'est-ce que ça me coûte? C'est-à-dire, je vais avoir un chef d'entreprise qui va penser à sa trésor, à sa rentabilité. Effectivement, si quelqu'un lui dit, OK, au lieu que ça te coûte 5 000 euros par mois, ça t'en coûte 500, dans sa tête, il y a la calculatrice, OK, j'économise 4 500 euros x 12, bah oui, je vais prendre ça. Ah oui. Surtout si tu es non sachant au niveau du numérique et qu'on te dit, mais c'est normal que je puisse vous proposer une prestation comme ça parce que maintenant, précisément, avec l'IA, j'ai plein de possibilités d'automatiser des choses qui ne sont pas automatisées, tagada. Donc, c'est en plus, comment dirais-je, c'est un peu logique. Donc, je me dis, ouais, c'est une solution là, que ce prestataire me propose qui a l'air sympa, c'est beaucoup moins cher, c'est super, oui, pourquoi pas. Donc, oui, totalement. Ce qui est très dur dans l'informatique, en fait, il y a souvent beaucoup de choses qui sont cachées. Enfin, quand je dis cachées, qu'on ne cache pas intentionnellement, mais en tout cas, qui n'apparaissent pas comme ça à première vue. Oui. Et donc, on ne comprend pas parfois pourquoi quelque chose coûte très cher, alors qu'on va utiliser peu de fonctions, mais on ne voit pas, un peu comme un iceberg, on ne voit pas tout ce qui se passe en dessous. Et c'est le jour où on est face à la problématique qu'on se rend compte que effectivement, ok, ça coûte parce qu'il y a tout ça derrière, quoi. Oui, totalement. Et c'est pas obligatoirement sur des prestations compliquées. Thierry, il y a quelques semaines, tu es intervenu sur une connaissance commune où vous avez eu toutes les difficultés du monde à récupérer son nom de domaine parce qu'il avait fait son site internet avec un autre prestataire qui avait mis la clé sous la porte. Ça paraît tout con, c'est quand même ce n'est qu'un site internet et un site vitrine en plus. Voilà. Et donc, effectivement, savoir qu'il y a un nom de domaine, qu'il faut le protéger, la plupart du temps, on n'a pas cette culture-là quand on n'est pas dans vos métiers, messieurs, de professionnels du numérique. Donc c'est ça qu'il faut bien vraiment prendre en compte. Dans mon expérience, malheureusement, quand on... Moi, je dirais au niveau... Alors, je résume. Dans mon expérience, euh, les entreprises, les entreprises en face, les concurrents, eh ben, ils cachent justement certaines informations, même ils mentent. Et quand je propose, quand je dis certaines vérités, c'est quand même le concurrent qui est choisi. Et à un moment donné, dans mon expérience, je me demandais est-ce que je dois mentir comme mes concurrents ou je garde une certaine éthique, mais j'ai moins de clients. J'ai ce constat-là. Ben, on en revient toujours au même point qu'on a déjà abordé plein de fois, c'est-à-dire que effectivement, la transparence, pour certains clients, c'est difficile à entendre. Oui. Parce que décortiquer un mécanisme informatique dans sa totalité, ça implique des coûts, et ce coût-là, personne ne va en entendre parler. Hmm. Ouais, Je vais prendre le cas de l'IA, tout simple. Tout le monde veut faire de l'IA. Tout le monde, toutes les entreprises veulent mettre en place de l'IA. Sauf que, comme on commence par le sommet de la montagne, qui est l'IA, aucune entreprise aujourd'hui ne veut entendre parler, en tout cas celles qui ne sont pas matures sur le sujet, sur la structuration des données, etc., sur le socle dont tu as besoin une IA pour fonctionner normalement. Sauf que mettre en place ce socle, il faut du temps et ça a un coût. Et si tu ne le fais pas, tu pourras dépenser tout l'argent que tu veux dans des IA, tu auras des résultats de merde. Oui, totalement. Et c'est difficile à faire entendre, j'imagine. Voilà. Oui, ben oui, il faut. Oui, il va y avoir du temps pour peut-être préparer de la donnée, la décloisonner, passer du temps en entreprise pour comprendre comment ils se servent des données. Enfin, tu vois, il y a tout ça, de comprendre. Oui, architecturer de la donnée, oui, ça a un coût, quoi. Et c'est qu'à ce prix-là que ton projet d'IA
enfin, en tout cas, ce que tu voudras dépenser comme budget dans l'IA aura de la pertinence. Mais si tu le prends à l'envers, tu peux dépenser des millions en IA, tu auras zéro résultat. Ok, c'est ça veut dire que ça me fait penser à que finalement il y aura bien une entreprise importante. Il y a déjà, c'est déjà le cas, qui va utiliser l'IA et avec qui elle va se planter totalement et que ça va faire un scandale. Et ce que disait tout à l'heure Gérard, c'est malgré l'incendie aujourd'hui, là, ce méga incendie qu'on a dans notre région, en fait, les gens, ils vont pas être plus proactifs que ça parce qu'ils se disent qu'ils sont dépassés. Donc, je me dis, quand il va y avoir plusieurs gros scandales comme ça d'entreprises avec l'IA, les, les entreprises moyennes, les chefs d'entreprise moyennes et petites, ils vont se dire, bon, bah, ils vont pas être plus proactifs. Alors, Ouais, ouais, totalement. C'est juste pour vous donner encore un autre exemple. Pour moi, au niveau du numérique, le feu qui couvre, pour revenir sur quelque chose d'actualité, c'est au niveau des fuites de données. Les fuites de données, on ne va pas faire un quart d'heure là-dessus. On sait combien de millions il y a eu depuis le début de l'année. Et en termes de conséquences financières et de responsabilité civile par rapport là-dessus, alors François, je ne sais pas si aux États-Unis c'est différent et si c'est plus avancé, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, je discutais avec des preneurs de risques, des assureurs preneurs de risques financiers. Ils me disaient, on a très 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 peu de mise en cause financière après des fuites de données. Euh, donc de tel ou tel organisme vis-à-vis de tel autre organisme, machin. Mais rien n'empêcherait que ça arrive demain. Et ça, demain, s'il y a des appels en responsabilité sur des fuites de données, euh, sachant qu'il y en a eu des millions et qu'il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui sont responsables de ça aujourd'hui, enfin qui sont victimes et responsables de ça, c'est un risque financier énorme. Euh, ça couvre. Alors, peut-être que dans un an, un peu comme ça couvait pour les feux, les incendies, finalement on se dit, on aurait pu y penser, hein, ces incendies, de tout concentrer comme ça dans presque une seule région, tous les arbres qui sont vendus partout en Europe. Bah ouais, on aurait pu y penser, mais on n'y a pas pensé. Voilà, c'est presque, ou alors on n'a pas voulu regarder. Les fuites de données, c'est un peu le même sujet malheureusement. Je ne vais pas plomber, mais demain, comme on va pas pouvoir se permettre d'avoir des données notamment sensibles, notamment bancaires, mais pas que, dans la nature comme ça, utilisables par n'importe qui, il va y avoir des retours de bâton et des mises en cause demain. Et comment tout ça va s'assurer également, ça va être... Aujourd'hui, c'est assuré. Hein, enfin, dans les contrats cyber, on a des responsabilités suite à des fuites de données. Mais les enjeux financiers sont tellement importants que ça aussi, ça va encore modifier le paysage euh, de l'assurance numérique dans les prochaines années. Mhm. S'il fallait en rajouter un. mm, mm. Ok, D'accord. ok, je pense que on arrive à presque à une Ouais, heure même, hein. à conclusion. Ouais, 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 conclusion. ok, bon. Ben, je pense que au mois de août, Nicolas est en vacances, c'est ça? Donc, Ah ouais, là, Donc début septembre. ouais, je début tire le septembre. rideau. Ok, Ouais, ouais, ouais. Repose-toi, ressource-toi. on se refait, on se Et revoit. oui, C'est très, très intéressant, les gars. Et Voilà. puis, on se revoit au début septembre, hein. Début septembre, ouais. Ouais, oui, Ouais. oui, oui. Et puis, ok. puis voilà. C'est-à-dire, stock, août, Oui, on donne un aux internautes. mercredi. Oui, Le 2 ou le 9. alors, Ah, ouais. le mercredi août, 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 Non, août. septembre. Non, Ah, pardon, septembre. septembre, Il y a excuse-moi. le Oula. mercredi Ah 2 oui, oui, oui. septembre ou 9. Ouais, on attaque Le direct, 2 ou hein, le 9. le 2, hein. Aïe, aïe, aïe. Tu seras rentré, Nicolas? Oui, oui, Ok. très
En fonction des dispos, oui, je rentre grave. Bon, ok. Ok, ben on se dit Mais le 2 on septembre. verra. Ouais, Bon. voilà. Bon, ben, ben tous les bon mois d'août. internautes, Ouais, bon bon mois mois Eh d'août. ben, d'août à toi Et aussi, restez au Nicolas. frais autant que faire se peut, hein. Voilà, Bah, vous avez vu exactement. mon décor campagnard, donc je suis au frais. Bon, bah écoute, très très bien. à Ben, bientôt à tous. bon reste de semaine et puis ben, on se dit À dans un mois. bientôt, à On se tient bientôt. au courant.